Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de commencer par les nominations de rapporteurs. On a 6 rapporteurs à nommer ce matin. D'abord sur les nominations de rapporteurs, sur les propositions de nomination au titre de l'article 13 de la Constitution. Pour ce qui concerne les 2 membres du Conseil supérieur de la magistrature nommés par Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, le rapport est octroyé à Madame Pascale Borde du Rassemblement national. Pour ce qui concerne la désignation d'un membre de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique par la Présidente de l'Assemblée nationale, le rapport est attribué à M. Yann Boucard pour le groupe Les Républicains. Et pour ce qui concerne la nomination de 2 membres du Conseil supérieur de la magistrature par le Président de la République, le rapport est octroyé à Mme Cécile Untermaier pour le groupe socialiste. Pour les nominations des rapporteurs des PPL de la journée d'initiative socialiste, qui sera en séance le 9 février, en 5e, en 7e et en 8e position, la proposition de loi visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et co-victimes de violences intrafamiliales sera rapportée par Mme Isabelle Santiago. La proposition de loi visant à renforcer l'ordonnance de protection sera rapportée par Mme Cécile Untermaier. Et enfin, la proposition de loi constitutionnelle visant à créer un défenseur de l'environnement sera rapportée par M. Gérard Leseul. On va pouvoir passer à l'examen de la première proposition de loi, de la seule proposition de loi que nous examinons ce matin, qui est la proposition de loi adoptée par le Sénat sur le déroulement des élections sénatoriales. Elle a été déposée par le président François-Noël Buffet le 12 octobre 2022 et adoptée par le Sénat le 6 décembre dernier. Elle sera examinée en séance le 25 janvier et compte tenu de son caractère technique, il a été décidé qu'elle serait examinée selon la procédure de législation en commission. Le droit d'amendement s'applique donc uniquement devant notre commission. Monsieur le rapporteur, monsieur Guillaume Vuilletet, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, mes chers collègues. Par nature, la Commission des lois est infaillible. Évidemment, en matière de législation, sa qualité de travail ne se dément jamais. Mais il arrive parfois, il semblerait que ça puisse très rarement arriver, qu'elle soit d'une rigueur un peu excessive dans le texte qu'elle peut voter. Mais ça tombe bien, ce n'est pas chez nous. Ce sont nos collègues sénateurs qui ont fait office de cette espèce d'hubris dans la rigueur du texte qu'ils ont voté en 2019. Et aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui nous demandent de corriger cette démesure. Pour mémoire, le 2 décembre 2019, le Parlement a adopté une proposition de loi d'initiative sénatoriale visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral. Celle-ci a étendu aux élections sénatoriales l'application du cadre juridique relatif à la propagande électorale tel qu'il existe pour les élections législatives, départementales et municipales. Ces dispositions ont notamment pour effet d'interdire le recours à la publicité commerciale, la diffusion de fausses informations, la communication des résultats avant la fermeture des bureaux de vote ou encore la possibilité de faire campagne la veille et le jour du scrutin. Je vous rappelle que le Sénat est renouvelé par moitié tous les 3 ans, la prochaine fois en septembre 2023. Nos collègues sénateurs sont élus au niveau des départements par un collège de grands électeurs, les parlementaires, les conseillers régionaux et départementaux, les conseillers municipaux ainsi que les délégués désignés par les plus grandes communes du département en fonction de leur population. Le vote est obligatoire sous peine d'une amende de 100 €. 2 modes de scrutin coexistent. Dans les départements représentés par 1 ou 2 sénateurs, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à 2 tours, tandis que dans les autres, il a lieu à la proportionnelle. Dans les 2 cas, il se déroule en une seule journée. Autrement dit, dans les départements où l'élection se déroule au scrutin majoritaire, le premier tour a lieu de 8h30 à 11h et le second de 15h30 à 17h30. L'usage veut donc que la campagne d'entre-deux tours se déroule brièvement, souvent autour d'un déjeuner convivial. Par ailleurs, l'article R 168 du Code électoral prévoit une autre spécificité. Le scrutin peut être clos dès que tous les grands électeurs ont voté et le dépouillement peut avoir lieu immédiatement, ce qui évite d'attendre inutilement. C'est une situation qui arrive régulièrement dans la mesure où le vote est obligatoire, évidemment, ça motive. La loi de 2019 entre en contradiction avec le fonctionnement des élections sénatoriales sur 2 points. L'annonce des résultats et la possibilité de faire campagne entre les 2 tours. En effet, en étendant aux élections sénatoriales les dispositions de l'article L52.2 du Code électoral, il est devenu impossible de publier les résultats dans un département avant que l'ensemble des bureaux de vote métropolitains ne soient fermés. Cela a retardé inutilement la publication des résultats par les préfectures, résultats qui fuitaient malgré tout dans la presse locale. Par ailleurs, il était également impossible de faire campagne entre le premier et le second tour, puisque le Code électoral interdit toute propagande électorale la veille et le jour du scrutin.
Le Conseil constitutionnel a ainsi été saisi en 2020 de plusieurs contestations à propos de déjeuners, on y revient, organisés par des candidats entre les deux tours. Aucun scrutin n'a été annulé sur ce fondement, mais le Conseil a bel et bien confirmé que ces déjeuners pouvaient être interprétés comme de la propagande électorale, contrevenant à l'article L49 du Code électoral. Par conséquent, les dépenses induites ne pouvaient pas entrer dans les frais de campagne remboursés. La présente proposition de loi prévoit donc 2 dérogations. Premièrement, elle exclut l'application de l'article L52.2 aux élections sénatoriales pour permettre, comme c'est le cas dans les départements d'outre-mer, de publier les résultats département par département dès que les bureaux de vote d'un même département sont fermés. Je vous rappelle qu'il y a un bureau de vote par département, ce qui naturellement simplifie ce constat. Deuxièmement, dans les départements où l'élection se déroule au scrutin majoritaire, la proposition de loi exclut l'application de l'article L49 pour permettre aux candidats de faire campagne entre la fin du premier tour et le début du second tour. Par cohérence, le Sénat, en accord avec la Commission nationale des comptes de campagne et du financement politique, a complété la proposition de loi par l'article 1 bis, afin de permettre aux candidats d'inscrire à leur compte de campagne les dépenses engagées entre les deux tours et ainsi prétendre à leur remboursement. Cela n'est aujourd'hui pas possible puisque les dépenses doivent être arrêtées la veille du scrutin. Cette disposition n'aura pas d'effet sur les autres scrutins étant donné que, pour toutes les autres élections, la campagne s'arrêtera la veille. Enfin, l'article 2 précise que cette modification du Code électoral concerne l'ensemble du territoire de la République. Cette précision était utile pour les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et pour la Nouvelle-Calédonie, car elles obéissent au principe de spécialité législative. En conclusion, je formule le vœu que l'adoption de cette proposition de loi permette que le renouvellement partiel du Sénat, qui aura lieu en septembre de cette année, se déroule dans les meilleures conditions. Je n'aurai donc pas d'amendement sur ce texte et je souhaite qu'il y ait une adoption conforme. Je vous remercie de votre attention. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur Gilles Legendre pour le groupe Renaissance. Merci, monsieur le président, monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Je ne vais pas gaspiller les 4 minutes qui nous sont généreusement allouées par le président de notre commission. Le rapporteur a tout dit et je ne vais pas m'essayer de le dire la même chose en moins bien. Chacun a compris qu'il s'agit d'un texte essentiellement technique, même si, évidemment, il est utile, il est même indispensable de le voter dans la perspective du renouvellement de la moitié de nos collègues sénateurs au mois de septembre prochain. Il s'agit de corriger deux aberrations qui ont échappé à la vigilance des sénateurs. Personne n'est parfait, même des sénateurs. Je souhaite évidemment que nous le votions conforme. Je pense que nous sommes tous garants de l'utilisation du temps législatif pour des sujets et des textes qui le méritent, qui le justifient, notamment ceux qui peuvent prêter à des controverses démocratiques. Et donc, évidemment, notre groupe votera ce texte et, évidemment, s'opposera à toute forme d'amendement pour garantir son vote conforme. Je vous remercie. Merci pour votre brièveté, monsieur Legendre. Monsieur Thomas Ménager pour le groupe Rassemblement National. Merci, monsieur le président, monsieur le rapporteur, chers collègues. La proposition de loi qui nous est soumise aujourd'hui ne bouleverse pas les règles électorales applicables aux élections sénatoriales. Ça vient d'être dit, c'est un texte technique. Elle est le résultat du besoin exprimé par nos collègues sénateurs et les grands électeurs de mettre ces règles en conformité avec la spécificité de ces élections qui se déroulent sur une journée unique et dont le corps électoral est restreint. La réforme de 2019 avait, sans prendre en compte cette spécificité, aligné le régime des élections sénatoriales sur celui des autres élections à plusieurs égards. Cette proposition revient donc sur certaines de ces dispositions. Ça a été dit, la première modification permet aux candidats dans les départements soumis au scrutin majoritaire de faire campagne entre les deux tours du scrutin le jour de l'élection. Et cette modification relève du bon sens et il est heureux qu'elle soit proposée par nos collègues sénateurs qui connaissent bien mieux que nous cette élection. Il apparaît également logique que les frais de cette campagne d'entre-deux tours soient pris en charge par l'État, au même titre que ceux exposés dans d'autres élections. Cependant, la fin de l'embargo prévu par l'article 52-2 du Code électoral qui a étendu aux élections sénatoriales par la réforme de 2019 paraît plus critiquable, car elle ne semble pas a priori se justifier. Si la pratique était telle que les remontées d'informations et la publication des résultats étaient progressives avant 2019, la loi a institué au même titre que pour les autres élections cet embargo avant la fermeture du dernier bureau de vote. L'interdiction de communication au public des résultats peut se justifier par la différence de mode d'élection selon que le scrutin soit majoritaire ou proportionnel et la nécessité de préserver la sincérité du vote. L'argument avancé, selon lequel il faudrait renoncer à l'embargo simplement parce que des résultats sont publiés avant l'heure de fermeture du dernier bureau de vote, n'est pas propre aux élections sénatoriales. À cet égard, une différence de traitement ne semble pas nécessairement justifiée. S'il faut renoncer à l'embargo sous ce prétexte, il faut y renoncer pour toutes les élections, dont on sait que des résultats ou des estimations des résultats sont parfois publiés entre 18 et 20 heures
heure de fermeture du dernier bureau de vote, dans des médias étrangers ou sur les réseaux sociaux. On est les premiers à les guetter le soir des élections. Nous sommes donc favorables à cette proposition dans les dispositions qui tendent à permettre une campagne d'entre-deux tours dans la journée de l'élection, mais émettons certaines réserves matérialisées par l'amendement qui sera examiné dans quelques minutes et qui pourra être retiré en fonction de votre retour, monsieur le rapporteur, quant à la dérogation à l'embargo qu'elle instituerait. Il convient, bien entendu, et je suis clair là-dessus, de différencier la proclamation des résultats dans le bureau de vote afin d'informer les grands électeurs des candidats encore en lice pour le second tour et permettre le début de la campagne d'entre-deux tours d'une part, sur laquelle il n'y a absolument pas de débat, et d'autre part, la publicité des résultats au grand public par la presse et les réseaux sociaux qui seraient susceptibles, selon moi, d'influencer le vote de grands électeurs qui n'auraient pas encore voté, en particulier dans des départements où il s'agit d'un scrutin proportionnel. Voilà ma question, monsieur le rapporteur. Je vous remercie. Merci, monsieur Bastien Lachaud pour le groupe La France Insoumise. Merci. Bienvenue dans notre commission. Merci, monsieur le président. Chers collègues, je vous remercie de m'accueillir en commission des lois pour examiner la proposition de loi visant à assurer le bon déroulement des élections sénatoriales. Ce texte vise à corriger des aberrations qui ont été introduites par l'extension des règles générales applicables au scrutin à l'élection sénatoriale. En effet, le scrutin du 27 septembre 2020 a pu montrer l'inadéquation des règles à cette élection spécifique au suffrage indirect. La nature même du scrutin, tantôt au scrutin majoritaire à 2 tours pour les circonscriptions désignant 1 ou 2 sénateurs, tantôt au scrutin de liste à la représentation proportionnelle pour les autres circonscriptions, entraîne des conséquences différentes. Pour les circonscriptions qui nécessitent un deuxième tour, celui-ci a lieu le jour même, à quelques heures d'écart, et non la semaine suivante, comme pour les élections législatives. Aussi, l'application de l'interdiction de faire campagne la veille du scrutin a entraîné une impossibilité de faire campagne entre les 2 tours. Ces aberrations de la loi doivent être corrigées. Aussi, cette proposition de loi est-elle la bienvenue, en ce qu'elle permet la communication progressive des résultats afin de permettre l'organisation normale d'un second tour et en permettant aux candidats de faire campagne pour le deuxième tour. En effet, une élection n'est pas seulement un vote, le moment du scrutin. Et même si l'élection sénatoriale est spécifique dans notre paysage politique, en ce qu'elle ne s'adresse pas aux citoyens, à l'ensemble des citoyens, mais aux grands électeurs, il n'empêche que la campagne fait partie intégrante de l'élection. Une élection est un choix qui doit être éclairé et permettre aux différents candidats de défendre leur candidature de façon égale. Interdire toute campagne entre 2 tours, même brève, c'est donner une prime à la notoriété et aux sortants, qui n'est pas admissible en démocratie. Tous les candidats doivent avoir l'opportunité de défendre leur programme. Notons tout de même l'instabilité législative et le manque de sérieux de la précédente réforme du scrutin qui a mené à des aberrations pareilles. L'intensification sans précédent du travail législatif sous le précédent quinquennat nous a conduits, mes chers collègues, à légiférer dans la précipitation et sans prendre la mesure des conséquences, à ce point qu'il faut revenir dessus aujourd'hui. Plus largement, nous manquons de réflexion démocratique dans notre pays. Notre système politique est à bout de souffle et ne convainc plus clair le peuple dont il est censé exprimer la volonté. Preuve en est l'abstention qui monte continuellement, scrutin après scrutin, qui sape chaque fois davantage la légitimité de l'ensemble. Il est plus que temps, non de faire des correctifs à la marge, comme c'est le cas aujourd'hui, mais de refonder entièrement notre système politique du sol au plafond. Le consentement aux institutions s'est effrité progressivement. Notre régime dérive lentement, mais sûrement, vers l'autoritarisme. Il faut que le peuple politique se refonde lui-même en refondant ses institutions. Nous souhaitons que cette nécessaire refondation se fasse par une assemblée constituante qui siégerait en parallèle de nos institutions jusqu'à ce qu'une nouvelle constitution pour une 6e République puisse être adoptée par référendum. Là, il serait opportun de redéfinir l'équilibre des pouvoirs. Souhaitons-nous conserver un système bicaméral ou revenir à un système monocaméral ? Si nous souhaitons conserver un Sénat, quelle forme doit-il avoir ? Doit-on conserver le système des grands électeurs, qui a peut-être ses vertus, mais surtout le défaut majeur d'être complètement opaque pour nos concitoyennes et concitoyens ? Il a aussi pour conséquence de favoriser l'immobilisme, car la majorité sénatoriale n'a changé qu'une seule fois sur toute la Ve République. Doit-on étendre le vote obligatoire à toutes les élections en reconnaissant en parallèle le vote blanc ? Ce sont là des questions démocratiques fondamentales qui doivent être débattues par le peuple pour que notre démocratie revive. Je vous remercie. Monsieur Raphaël Schellenberger pour le groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Pour éviter toute mauvaise blague sur les sénateurs, je vais faire très court. C'est toujours malvenu de la part des députés. Je considère que les corrections qu'on apporte dans ce texte ne sont que des corrections à la marge. Je ne pense pas qu'on puisse parler d'aberration quant aux règles qui s'appliquaient aux élections sénatoriales de 2020. C'est quelques inadéquations
entre la conjugaison des grands principes électoraux et la technicité de l'élection sénatoriale. Je précise d'ailleurs que régulièrement, avant chaque scrutin, on a ce genre de loi d'adaptation pour l'élection du président de la République, par exemple. On a tous les 5 ans un texte qui vient corriger à la marge un certain nombre de faits observés à l'occasion de l'élection précédente. Donc je ne vois aucune difficulté à ce texte. Si en plus les sénateurs sont collectivement d'accord sur le sujet, c'est bien la preuve que l'équilibre de tout cela est respecté. Il n'y a aucune difficulté sur ces règles de publicité et de campagne électorale pour les Républicains. Monsieur Emmanuel Mandon pour le groupe démocrate. Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. La proposition de loi d'initiative sénatoriale qui a été récemment adoptée par le Sénat sur le déroulement des élections sénatoriales que nous examinons donc aujourd'hui est un texte très limité dans sa portée, mais il répond avec bon sens, je crois, aux difficultés d'application de 2 dispositions du Code électoral qui ont été constatées lors de la dernière élection sénatoriale de septembre 2020. Alors ce texte est simple, technique, dit-on. Il ne comporte que 3 articles, il est clair et bien circonscrit. C'est un correctif indispensable. Les difficultés mentionnées par le rapporteur, appelons-le, résultent de cette loi du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral, ce qui correspondait à un objectif louable d'adaptation du Code électoral. Mais à l'évidence, comme cela vient déjà évoqué, 2 dispositions ont révélé en pratique leur inadaptation aux élections sénatoriales, qui, on le sait, concernent un collège électoral restreint, celui des grands électeurs et un nombre de circonscriptions limité, 52 départements, ceux où s'applique le mode de scrutin majoritaire à 2 tours. À dire vrai, le scrutin sénatorial se distingue de tous les autres, en effet, par un certain nombre de particularités qu'il serait trop long de détailler ici, mais qui, il faut en prendre acte, nécessitent d'être prises en compte au moment où il nous faut réécrire partiellement la loi électorale, ce qui va à l'encontre d'ailleurs de la volonté d'unification de notre droit électoral. D'ailleurs, ce nouveau rendez-vous avec la réécriture de la loi devrait nous rendre prudents, puisqu'en effet, les articles L49 et L52 du Code électoral, dans leur dernière version, ont pu soulever de réelles difficultés concrètes. Cela a été dit, mais je mentionnerai le problème posé par la règle, je cite, d'interdiction de mener des actions de propagande, je répète, de propagande, la veille et le jour de l'élection. Et que dire de la règle qui impose un embargo sur les résultats, je cite encore, jusqu'à la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain, soit 17h30. Elle empêche donc la communication, cette règle, des résultats du premier tour en fin de matinée, ce qui est pourtant un minimum indispensable avant d'ouvrir en début d'après-midi le second tour. Nous ne pouvons pas ignorer pour autant que notre code électoral aurait besoin, je fais une considération plus large, aurait besoin d'être simplifié, adapté, modernisé, rendu plus lisible aux candidats et plus largement à l'ensemble du corps électoral, nos concitoyens. Mais revenons à la proposition de loi telle qu'elle est. Elle nous paraît ici indispensable. En corrigeant l'inadéquation, je l'ai dit, des modifications introduites par la loi de 2019, aux particularités du scrutin sénatorial, ce texte doit être adopté dans les meilleurs délais, puisque les prochaines élections sénatoriales auront lieu en septembre de cette année. Il s'agit donc d'en garantir le bon déroulement. Une adoption conforme s'impose, tant l'initiative sénatoriale vise ici à corriger 2 aberrations. Notre groupe démocrate votera donc ce texte. Je vous remercie. Monsieur Roger Vico pour le groupe socialiste. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, après l'intervention extrêmement précise de Monsieur le rapporteur, après l'intervention extrêmement pertinente de Monsieur Lejean, tellement pertinente, c'est vous dire que j'aurais pu dire exactement la même chose, eh bien je dirais tout simplement pas mieux. Monsieur Philippe Pradal pour le groupe Horizon. Merci pour votre brièveté. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, je m'inspirais de la sobriété de Monsieur Vico, pas mieux. Merci beaucoup. Monsieur Benjamin Lucas pour le groupe écologiste. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, je vais être dans la lignée de mes collègues. En dépit
en dépit de ce que nous pouvons penser du Sénat, cette institution à des égards assez peu démocratique, mais enfin qui a parfois son utilité, même souvent, on l'a vu au moment de l'affaire Benalla notamment. Et je m'inscris dans ce qui a été dit, par mes collègues, et évidemment nous soutiendrons cette proposition de loi de bon sens, si je puis dire, qui apporte des dispositions nécessaires et utiles. Je vous remercie. Merci, Madame Elsa Fossillon, pour le groupe Gauche démocrate républicaine. Merci, Monsieur le Président. Brièvement aussi, parce qu'il s'agit ici d'une proposition, quelque part, qui vient corriger une non prise en compte des spécificités du scrutin sénatorial, qui vise à sécuriser et à améliorer le déroulement du scrutin dans les départements où les élections se déroulent au scrutin uninominal. Qu'il y ait la possibilité d'une réunion entre deux tours nous semble assez normal. On est dans l'entre-deux tours à un moment charnière, donc pas d'objection au contraire de notre part. Je rappelle également que tout en félicitant évidemment les sénateurs et sénatrices du groupe CRC qui font un gros travail, et là je salue la sénatrice Éliane Assassi pour son travail sur McKinsey, sur les cabinets de conseil. Donc on voit bien la pertinence, mais elle comme moi, nous continuons de nous battre pour une transformation du Sénat en une chambre représentative, pour moitié de représentation des collectivités territoriales et de l'autre de représentants de syndicats ou d'associations, tout comme nous continuerons à nous battre pour la parité dans toutes les instances et pour le droit de vote des étrangers et la citoyenneté de résidence. Merci. Bien, je vous remercie. La discussion générale est close. Je vais appeler l'amendement. Alors, il me semble qu'il y a un amendement unique dans ce texte. À l'article 1er, il est défendu par Monsieur Ménager. Monsieur le rapporteur, je ne vous avais pas donné la parole préalablement. J'ai supposé que vous ne vouliez pas réagir. Je remarque en effet que vous avez voulu m'empêcher de réagir aux interventions denses de nos collègues. Vous avez la parole. Je pense que ça va être assez rapide aussi comme réaction, pour être parfaitement honnête. J'avoue que je n'avais pas saisi à l'écoute de l'intervention de notre collègue Lachaud que j'avais un texte d'une telle importance et d'une telle densité entre les mains. Du coup, je regrette un peu d'avoir été si peu prolixe par rapport à ça. Je ne doute pas que nous ayons l'occasion de débattre de l'ensemble des questions qu'il pose dans d'autres endroits, en ayant des vrais désaccords, évidemment, mais au moins en ayant un débat démocratique qui devra se faire jour. Je pense que je répondrai à M. Ménager. Je le fais maintenant, comme ça fera pour le... Alors, trois choses qui font que j'ai un avis défavorable sur votre amendement et que je souhaite son retrait. D'une part, nous sommes encore une fois sur des élections où le fait qu'il y ait l'ensemble des électeurs qui se soient manifestés en avance par rapport à l'horaire du scrutin arrive fréquemment. Je vois dans mon département, il y avait 2300 inscrits et évidemment ça va très vite. Tout le monde se retrouve dans la ville-préfecture pour cela. C'est une journée unique aussi. Si on avait une interprétation un peu rigoureuse de la loi de 2019, et c'est bien ça que les sénateurs veulent éviter, ça veut dire qu'on ait à un moment donné une vision où il y aurait des contestations sur la base d'une lecture un petit peu obtuse de la loi de 2019. On n'aurait rien le droit de faire entre les deux tours. C'est un scrutin unique. Donc si jamais à 11h vous avez le résultat, vous devez attendre 17h30 la fin du dernier bureau métropolitain, la fermeture du dernier bureau métropolitain, dans un autre mode de scrutin. Puisqu'en fait, la loi s'applique à tous les bureaux de vote. C'est-à-dire que vous soyez sur un bureau de vote à 2 tours ou à 1 tour, vous devez attendre 17h30. Donc là, on est dans un truc qui est absurde. On sait très bien que les résultats se diffusent. Et sincèrement, je vois mal quiconque aller contester sur la base du fait qu'il y ait sur les réseaux sociaux. Donc autant mettre le droit en accord avec la pratique en la matière. J'ajoute que c'est bien de vouloir corriger l'effet de bord ou corriger la correction de l'effet de bord. On peut continuer comme ça. Cela étant, encore une fois, cela arrive régulièrement qu'on soit là en train un peu de nettoyer les scories du scrutin précédent. C'est quelque chose d'assez naturel. Un point sur lequel je ne suis vraiment pas d'accord avec vous, c'est sur l'idée que la publication précoce des résultats pourrait peser sur le comportement des autres grands électeurs. On peut toujours imaginer cela, mais on est dans une circonscription départementale. Donc, au moment où on clôt le scrutin sur le département, il n'y a pas d'autres scrutins dans la même circonscription. L'idée qu'un grand électeur pourrait, d'un autre département, regarder dans l'entre-deux tours, éventuellement, s'il va voter en fonction de... Enfin, il y a un côté qui est, pour le coup,
un petit peu artificielle, en tout cas pas forcément crédible. Et surtout, si ça devait se faire, ce ne sera pas dit par la presse ni par les réseaux sociaux, mais parce que les partis politiques mobiliseraient, et c'est bien leur rôle quelque part, mobiliseraient leurs grands électeurs là où ils le peuvent. Donc, sincèrement, je pense que là, pour le coup, les travers du maintien de la loi 2019 sont bien supérieurs à ceux qu'on pourrait éventuellement imaginer. Et c'est pour ça que je souhaite que vous retiriez votre amendement. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur Ménager, pour la présentation, éventuellement pour le retrait. Oui, je vous remercie, monsieur le rapporteur, pour ces éléments. Moi, ce qui m'inquiétait, c'est plutôt les résultats globalisés d'un point de vue national. C'est-à-dire si vous êtes informé que votre camp politique n'est plus représenté dans l'ensemble des scrutins à 2 tours, voilà, je pensais que ça pouvait quand même influencer le scrutin dans les circonscriptions où il s'agit d'un scrutin à la proportionnelle. Mais je vais me ranger dans tous les cas sur la volonté d'un texte adopté conforme et qu'on puisse avancer sur des sujets bien plus importants. Et je laisse aussi, et je fais confiance aux sénateurs pour décider ce qui est le mieux au sein de cette Chambre. Donc je retire mon amendement. Je vous remercie. Donc je vais passer aux voix pour les articles un par un. Pour l'article 1er, qui vote pour, qui vote contre, il est adopté. Pour l'article 1er bis, qui vote pour, qui vote contre, il est adopté. Et pour l'article 2, qui vote pour, qui vote contre, il est adopté. Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi, qui vote pour, qui vote contre, elle est adoptée. Je vous remercie toutes et tous et je vous remercie, monsieur le rapporteur. Rondement mené comme travaux. Je vais appeler monsieur Benjamin Haddad, qui est rapporteur sur l'examen de la recevabilité de la proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête relative aux révélations des Uber Files, l'ubérisation, son lobbying et ses conséquences. Celle qui est inscrite, Bien, on reprend. Comme je vous l'indiquais, nous examinons la recevabilité de la proposition de résolution de Madame Danielle Simonet et de plusieurs de ses collègues tendant à la création d'une commission d'enquête relative aux révélations des Uberfiles, l'ubérisation, son lobbying et ses conséquences. Proposition de résolution déposée le 2 décembre 2022. Présidente du groupe LFI, Madame Mathilde Panot, a décidé de faire usage du droit de tirage de son groupe le 6 décembre dernier sur la création de cette commission d'enquête. Dans ces conditions et en application de l'article 140 alinéa 2 du règlement, la commission se prononce uniquement sur la recevabilité de la proposition de résolution, non sur son opportunité. Par ailleurs, notre décision s'imposera puisqu'il n'est pas prévu d'examen en séance dans ce cadre. Notre examen de recevabilité n'est pas anodin puisque notre commission avait rejeté le 16 novembre dernier une première proposition de résolution sur le même thème, précisément pour des questions de recevabilité. Nous avons désigné comme rapporteur sur la recevabilité M. Benjamin Haddad, à qui je donne la parole. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Donc, vous venez de le dire, Monsieur le Président, nous sommes amenés à nous prononcer sur la recevabilité d'une proposition de résolution tendant à créer une commission d'enquête relative aux révélations des Uber Files. Comme vous le savez, vous l'avez répété, le 16 novembre dernier, nous avions émis un avis négatif sur la recevabilité d'une première proposition de résolution. Cette première initiative visait explicitement le président de la République en exercice et donc présentait une difficulté majeure, selon nous, au regard du régime de responsabilité du président et violait et faisait peser un risque réel sur la violation d'un principe constitutionnel auquel nous sommes tous attachés, qui est celui de la séparation des pouvoirs. Et cette initiative avait finalement été retirée par son auteur avant son examen en séance publique. Nous constatons que la proposition de résolution que nous examinons aujourd'hui se distingue assez nettement de la précédente dans son intitulé. Il n'est plus fait référence directement à la présidence de la République. Et donc le dispositif de la proposition a deux, je dirais, piliers. Premièrement, qui serait d'identifier les actions de lobbying qui sont menées par la société Uber pour pouvoir s'implanter en France et d'appréhender, je cite, le rôle des décideurs publics de l'époque face à ces actions. Et outre la méthode et la question de la méthode d'implantation de la société, la commission d'enquête aura pour mission d'étudier les conséquences sociales, économiques et environnementales du développement du modèle Uber en France. Si le champ de cette commission d'enquête a donc pu être défini un peu plus largement, et je salue ici le député Simonet, il est de ma responsabilité d'insister sur le fait que la référence aux décideurs publics de l'époque ne saurait en aucun cas
est interprété comme autorisant une commission d'enquête à enquêter sur la présidence de la République. Le respect de la séparation des pouvoirs ne peut pas être une simple façade. Il appartiendra donc à la commission d'enquête de veiller dans le déroulement de ses travaux à ce que cet important principe soit effectivement respecté. Cette remarque préliminaire étant faite, je vous propose donc maintenant d'examiner si les 3 conditions requises pour la création d'une commission d'enquête sont réunies. Donc, premièrement, évidemment, comme l'a dit le président ici, nous n'examinons que la question de la recevabilité, puisque la NUPES et la France Insoumise a décidé d'utiliser son droit de tirage sur ce sujet. Donc, les 3 questions de recevabilité que nous examinons. En premier lieu, l'article 137 du règlement de l'Assemblée nationale prévoit que les propositions de résolution tendant à la création de commissions d'enquête doivent déterminer avec précision soit les faits qui donnent lieu à enquête, soit les services ou entreprises publiques dont la commission doit examiner la gestion. En l'occurrence, les faits sur lesquels la commission d'enquête devra se pencher, à savoir notamment les différentes actions de lobbying menées par la société Uber, semblent définis en effet avec une précision suffisante. En second lieu, les propositions de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sont recevables, sauf si, dans l'année qui précède leur discussion, a eu lieu une mission d'information ayant fait usage des pouvoirs dévolus aux rapporteurs des commissions d'enquête demandées dans le cadre de l'article 145.1 du règlement, ou une commission d'enquête ayant le même objet. Ce n'est pas le cas en l'espèce. La proposition de résolution remplit donc le deuxième critère de recevabilité. Et en troisième et dernier lieu, en application de l'article 139 du règlement de l'Assemblée nationale, la proposition de résolution ne peut être mise en discussion si le garde des Sceaux fait connaître que des poursuites judiciaires sont en cours sur les faits ayant motivé le dépôt de la proposition. Interrogé par la présidente de l'Assemblée nationale, conformément au premier alinéa de l'article 139 précité, le garde des Sceaux lui a fait savoir dans un courrier en date du 17 janvier 2023 que le périmètre de la commission d'enquête envisagée est susceptible de recouvrir pour partie plusieurs procédures judiciaires en cours. Donc la commission devra donc veiller tout au long de ses travaux à ne pas faire porter ses investigations sur des questions relevant de la compétence exclusive de l'autorité judiciaire. Donc sous cette réserve, il apparaît que la création d'une commission d'enquête tendant à la création d'une commission relative aux révélations des Uber Files, l'ubérisation sur le lobbying et ses conséquences est juridiquement recevable. Bien, Madame Béatrice Rouleau pour le groupe Rassemblement National. On remet le décompte ? Merci beaucoup. Monsieur le Président, mes chers collègues, il s'agit de savoir aujourd'hui si la proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête déposée par le groupe NUPES respecte les conditions de recevabilité. La première condition posée par l'article 137 du règlement de l'Assemblée nationale exige que les faits donnant lieu à enquête soient déterminés avec suffisamment de précision. En l'espèce, la proposition rappelle avec précision les faits ayant donné lieu à enquête. Elle précise que l'enquête a pour mission d'identifier l'ensemble des actions de lobbying menées par Uber pour pouvoir s'implanter en France, le rôle des décideurs publics de l'époque, et elle émet des recommandations concernant l'encadrement des relations entre décideurs publics et représentants d'intérêts. Les faits sont donc précis. En outre, l'article 137 doit être interprété souplement. Par comparaison, une proposition de résolution de surveillance des filières djihadistes n'avait pas été jugée trop imprécise en 2016. Si bien que la première condition de recevabilité concernant la précision des faits est ici, de notre point de vue, parfaitement remplie, tout comme le sont les deux autres conditions énoncées aux articles 138 et 139 du règlement de l'Assemblée nationale. En effet, aucune commission d'enquête portant sur le même sujet a été conduite dans l'année précédant celle-ci et aucune poursuite judiciaire sur les mêmes faits n'est, semble-t-il, en cours, puisque le garde des Sceaux n'a rien précisé à ce sujet, évoquant seulement une possibilité restant floue. Or, l'article 139 doit être interprété strictement. Les faits donnant lieu aux poursuites doivent être exactement ceux au centre d'investigation souhaités, ce qui n'est pas le cas ici. C'est la raison pour laquelle nous voterons en faveur de la recevabilité, les conditions du règlement de l'Assemblée nationale étant réunies. Madame Danielle Simonet pour le groupe La France Insoumise. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues, bonjour à toutes et à tous. J'entends que la recevabilité n'est pas contestée par les différentes interventions
tant il est évident à la fois que ce souhait de commission d'enquête parlementaire sur les Iberfiles, dans le cadre du droit de tirage du groupe La France Insoumise, s'adosse bien à des faits établis. Pour rappel, en juillet dernier, 124 000 documents internes à Uber, datés de 2013 à 2017, recueillis par le Consortium international des journalistes, ont révélé le lobbying agressif et le mépris des lois du géant américain pour investir le secteur français du transport particulier de personnes. Tout cela n'aurait pas été possible sans les révélations de l'ancien lobbyiste d'Uber, devenu lanceur d'alerte, M. Mark McGann. C'est notamment lui qui a accompagné le fondateur de l'entreprise Travis Kalanick dans nombre de ses démarches. Et l'enquête Uberfiles a révélé au moins 17 échanges entre des décideurs publics, dont le ministre de l'économie de l'époque, Emmanuel Macron, et la direction d'Uber. 17 échanges significatifs. Mais il y a bien d'autres aspects de ces Uberfiles qui révèlent comment, en fait, ces plateformes de l'ubérisation tentent d'imposer un état de fait à l'état de droit pour ensuite faire pression, pour soit modifier les lois, soit faire en sorte qu'elles ne soient pas appliquées, ou bien modifier des dispositions réglementaires. Et depuis, le lobbying continue de la part des plateformes de l'ubérisation. Donc, un des premiers rôles de cette enquête parlementaire sera de bien analyser comment ce lobbying a été effectué, quel a été le rôle des responsables publics, comment ce lobbying continue et quelles recommandations nous pouvons formuler afin de contribuer à la séparation des lobbies et de l'État. C'est une question démocratique essentielle. Enfin, cette commission d'enquête parlementaire aura aussi pour rôle de voir les conséquences sociales, économiques et environnementales de l'ubérisation. Car, vous le savez, l'ubérisation s'est développée à nombre de secteurs et l'ubérisation a des conséquences extrêmement importantes d'impact sur notre modèle social, sur notre code du travail, mais aussi sur les recettes fiscales de l'État, étant donné que ces plateformes sont souvent des professionnels de l'évasion fiscale. Et je terminerai par dire que, par ailleurs, dans le débat d'actualité qui nous préoccupe sur la question des retraites, il sera intéressant de voir dans cette enquête parlementaire les conséquences sur notre système de protection sociale. Je rappelle par exemple que l'URSSAF avait engagé des batailles pour travail dissimulé vis-à-vis d'Uber, une plainte en 2016, que Deliveroo a été condamné à verser près de 10 millions d'euros en septembre dernier parce que justement ces entreprises ne respectent pas leurs engagements qui devraient être les leurs. Et on est aussi dans un contexte où, au niveau du Parlement européen, en ce moment même, à la fois des interventions ont lieu sur la question des enquêtes Uberfiles, mais aussi une grande bataille sur une directive européenne de présomption de salariat et qui rentre aussi dans la réflexion du sujet de cette mission d'enquête parlementaire. Donc je suis très fier de savoir que normalement cette commission d'enquête parlementaire va pouvoir travailler. La lutte contre les lobbies et la lutte pour la séparation des lobbies et de l'État est une question démocratique centrale. Quand on est des élus de la République, nous sommes là pour servir l'intérêt général et non pas les intérêts privés. Monsieur Gilles Legendre pour le groupe Renaissance. Merci, Monsieur le Président. L'objet ici n'est pas de rentrer dans le contenu de la commission d'enquête, ni d'anticiper sur ses travaux, et encore moins de parler des questions de retraite, me semble-t-il. Nous avions à nous prononcer sur un point précis, la recevabilité de cette commission d'enquête, pas plus que nous n'avons à nous prononcer sur l'opportunité du droit de tirage, qui est de plein droit de tous les groupes politiques, comme chacun le sait. Nous pouvons nous réjouir que la rédaction de la proposition du groupe LFI ait évolué depuis sa première version, puisque, à l'évidence, cette première version posait un problème en termes de séparation des pouvoirs. Cette hypothèque ayant été levée, nous pouvons évidemment nous prononcer favorablement sur la recevabilité de la PPR, comme nous y invite le rapporteur. Je voudrais juste rappeler aussi que cette question de la représentation d'intérêts est un sujet qui a longtemps et de façon très utile intéressé notre commission. Notamment, je voudrais faire référence à la mission d'évaluation sur la loi Sapin II qui avait donné lieu à un rapport d'information de nos collègues de l'époque, Raphaël Gauvain et aujourd'hui d'Olivier Marleix. À l'évidence, ce sujet, indépendamment des travaux de la commission d'enquête, devra donner lieu, dans un avenir, j'espère proche, à une nouvelle exploration et à de nouveaux travaux qui pourront s'avérer extrêmement utiles. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur Emmanuel Mandon pour le groupe démocrate. Oui, merci, Monsieur le Président, mais je ferai très court puisque nous suivons l'avis favorable du rapporteur.
Voilà notre position. Madame Cécile Untermeyer pour le groupe socialiste. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le rapporteur. Donc, les conditions de recevabilité telles qu'elles sont inscrites dans le règlement de l'Assemblée nationale sont remplies. Elles sont d'appréciation stricte, donc nous n'avons pas d'observation à faire. S'agissant de la procédure judiciaire en cours sur laquelle nous alerte le garde des Sceaux, eh bien, nous savons faire en respectant le périmètre d'investigation de la commission d'enquête au regard de cette procédure. J'ajouterai simplement que les stratégies de lobbying qui ont été mises en place par la société Uber doivent intéresser le législateur. C'est tout à fait essentiel, effectivement, que nous sachions comment on peut assouplir ou contourner des dispositifs que le législateur lui-même a mis en place. Elles doivent donc être analysées. Et je dirais enfin que la proposition de résolution se termine sur le souhait que soient émises des recommandations sur l'encadrement des relations entre décideurs publics et privés. C'est un sujet majeur qui intéresse toutes les strates de gouvernance actuelles. Et nous sommes donc, mon groupe socialiste et apparenté, favorable à cette commission d'enquête. Madame Marie-Agnès Poussier-Winsbach pour le groupe Horizon. Oui, écoutez, moi je ferai comme mon collègue en indiquant que nous suivons la position du rapporteur. Merci. Merci, Monsieur Benjamin Lucas pour le groupe écologiste. Merci, Monsieur le Président. Évidemment, nous suivrons l'avis du rapporteur et nous voterons la recevabilité. Et je profite de cette occasion pour redire, comme nous l'avions dit au mois de novembre, pour remercier notre collègue Simonet pour ce travail, pour les auditions qui ont été conduites. On est là au cœur, finalement, d'une attaque contre la démocratie, d'une attaque contre nos droits sociaux. Et donc, il est, je dirais, de salubrité publique que l'Assemblée nationale, que les représentants du peuple regardent de près l'ingérence, l'attaque contre la démocratie pour affaiblir les droits sociaux. C'est donner une suite démocratique au travail de lanceurs d'alerte, un consortium de journalistes, un travail extrêmement sérieux, rigoureux, qui révèle un certain nombre d'activités qui affaiblissent le lien de confiance de nos concitoyens envers la démocratie. Et dans des moments de crise comme les nôtres, il est important, il est essentiel que l'Assemblée nationale soit au cœur de l'établissement de la vérité sur ce qui porte atteinte à la démocratie, à la confiance de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Et donc je remercie une nouvelle fois notre collègue Simonet pour que la lumière soit faite, pour que l'Assemblée nationale ait à connaître de la vérité. Donc évidemment, face à l'attaque récurrente, permanente des lobbies contre notre démocratie, contre les décisions que nous pouvons prendre ici, et pour l'indépendance et la démocratie, eh bien évidemment, nous voterons cette recevabilité et nous suivrons avec intérêt ces travaux. Et enfin, Madame Elsa Fossillon pour le groupe Gauche démocrate et républicain. Merci, Monsieur le Président. De la même manière que les autres collègues, nous suivons l'avis du rapporteur sur la recevabilité, et je pense aussi que ces travaux devront être suivis avec attention. Et je le dis pour l'ensemble des députés ici, tant il est aberrant de voir en quelques années combien un système économique s'est imposé aux choix politiques, comment les décisions d'un tout petit nombre et d'intérêts privés est en train d'entraîner une mutation extrêmement importante d'une exploitation 2.0. Et donc sur l'aspect social comme sur l'aspect démocratique, nous devons, en tant que parlementaires, suivre avec une extrême attention les travaux qui seront rendus. Et je souhaite à la fois bon courage à ma collègue Simonet, mais je sais qu'elle saura exécuter cette tâche à la hauteur. Merci. Avant de repasser la parole au rapporteur, je voudrais simplement vous dire que ce dépôt de cette nouvelle résolution appelle de ma part 3 observations. D'abord sur la procédure. J'avais indiqué que la procédure requise pour le dépôt de commission d'enquête, la voie royale, si je peux le dire ainsi, c'était le droit de tirage des groupes parlementaires. C'est ce qui a été fait pour cette proposition de résolution et ce qui montre que les observations que j'avais présentées le 16 novembre dernier n'étaient pas vaines en la matière. Deuxième élément, sur la question de l'irresponsabilité du président de la République et du principe qui s'appliquait, et d'ailleurs du champ d'application de la proposition de résolution, vous avez tiré toutes les conséquences de ce que nous avions pointé comme sujet à irrecevabilité lors de notre commission du 16 novembre dernier. Et donc là encore, je reconnais
votre travail, et je reconnais aussi que, enfin, en tout cas, qu'il y ait comme une admission a posteriori que les remarques que nous avions faites sur l'irrecevabilité de la précédente résolution n'étaient pas anecdotiques, ou en tout cas étaient fondées. Troisième élément, nous avons un projet de loi sur l'immigration qui vient dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Dans le titre premier, la situation des travailleurs des plateformes, travailleurs indépendants des plateformes, est directement prévue. Donc je compte sur vous pour inclure dans vos travaux de commission d'enquête la situation de ces travailleurs indépendants et la façon dont ils sont employés, notamment sur leurs conditions de régularité par les 10 plateformes et notamment par la plateforme Uber. Je pense que ça sera utile et ça pourra éclairer les travaux de la commission des lois pour l'examen du texte sur l'immigration et notamment de son titre premier. Monsieur le rapporteur. Donc, une fois la recevabilité examinée, je vous propose de nous prononcer et donc de voter. Justement, ne soyez pas si pressé, monsieur Le Homard. Et donc, je demande qui vote pour cette proposition de résolution. La recevabilité, naturellement. Qui vote contre? La recevabilité est admise et donc la commission d'enquête pourra être constituée. Nous avons, en un temps record, passé la commission de ce matin. Donc, je lève la séance et je vous remercie.